Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sénégal First, votre rendez-vous avec l'actualité économique et stratégique au Sénégal et en Afrique. Aujourd'hui, nous engageons un décryptage de la stratégie d'urgence prévue par le gouvernement sénégalais pour les périodes budgétaires 2025 à 2028, intitulée « Plan de redressement économique et social Joubanti-Com », présenté au public en août 2025. Cette stratégie d'urgence 2025 à 2028 ne constitue pas un simple ajustement budgétaire. C'est le socle opérationnel de la phase de redressement de la vision 2050. Pour une analyse exhaustive de ce mécanisme de transformation systémique, nous mettrons en lumière les succès actuels, les fondements théoriques de cette nouvelle doctrine, mais aussi les défis structurels et les zones de vigilance qui détermineront le succès de cette trajectoire souveraine. Pour comprendre son origine, il faut d'abord remonter aux audits des finances publiques ayant révélé un héritage marqué par des déséquilibres macroéconomiques profonds, avec un déficit budgétaire réel de 14% et une dette publique culminant à 119% du PIB. D'un point de vue économique, le Sénégal se trouvait dans une impasse de solvabilité à moyen terme si le modèle de croissance par l'endettement extérieur non productif n'était pas stoppé à ce moment. Le plan répond donc à cet objectif de passer d'un modèle de consommation extraverti à un modèle de production endogène. Cette première phase d'audit dictée par un souci de transparence visait alors à restaurer la crédibilité et la confiance de l'État du Sénégal auprès des citoyens, des investisseurs et des institutions financières régionales et internationales. Au bout de ces 3 prochaines années, ce nouveau plan de relance économique a pour objectif de mobiliser 5 667 milliards de francs CFA sur la période 2025-2028, tout en ramenant le déficit budgétaire à 3% du PIB d'ici 2027, contre 12% en 2024. La force du plan de redressement réside dans son principe de financement. L'objectif affiché est un financement local du plan à hauteur de 90%, à partir de nos ressources nationales et en évitant tout endettement supplémentaire. Cette stratégie d'urgence inverse la logique des modèles de mobilisation des ressources budgétaires, qui autrefois étaient financés à 84,5% par des partenaires extérieurs. En misant sur les ressources domestiques et des principes directeurs clairs, tels que le respect des engagements internationaux par la maîtrise de la dette publique, la protection du patrimoine national contre tout bradage des ressources naturelles ou du foncier, et la concrétisation de notre souveraineté bancaire. De ce fait, l'équité fiscale devient le mot d'ordre, sans pour autant léser les investisseurs par de nouvelles taxes, mais en optimisant de façon rigoureuse le recouvrement des recettes publiques auprès d'un plus grand nombre d'acteurs. Cette approche s'appuie sur la théorie de la mobilisation des ressources nationales, en rationalisant le train de vie de l'État, notamment par la réduction des factures téléphoniques, d'énergie, de carburant et des notes de frais. En ce sens, l'État du Sénégal a déjà réussi à dégager des marges pour stabiliser les prix de nombreuses denrées de base, comme le riz, le sucre, l'huile, le gaz domestique ou le carburant. C'est une démonstration par l'acte que la souveraineté commence par la capacité d'un pays à financer ses propres urgences sociales. Ce plan de redressement économique et social vise à réduire les dépenses publiques et à augmenter les recettes de l'État, et s'inscrit dans une vision de refondation économique à court terme, adossée à la souveraineté nationale, à la justice sociale et à la transparence dans la gestion des ressources publiques. La stratégie prévoit notamment la fusion et la réduction de nombreuses institutions publiques, ce qui, selon les estimations du gouvernement, pourrait permettre d'économiser environ 50 milliards de francs CFA par an, ainsi que la suppression d'exonérations fiscales dans certains secteurs, en particulier l'économie numérique largement non imposée. Le plan de redressement économique et social repose sur 3 piliers fondamentaux: la souveraineté économique, l'équité sociale et la rationalisation de la dépense publique. Parmi les mesures annoncées figurent la réduction des charges et du train de vie de l'État, la réduction des coûts des voyages à l'étranger, la taxation de niches de financement très peu fiscalisées comme le numérique, le mobile money, les jeux de hasard et le foncier, la renégociation des contrats dans le pétrole, le gaz et les mines, la réduction des frais d'eau et d'électricité dans l'administration publique et un ciblage des bénéficiaires des subventions dans l'énergie font aussi partie des volets de ce plan. À ce propos, l'actualité pétrolière et gazière qui annonce une production annuelle record dépassant les 30 millions de barils, change la structure de nos recettes tirées des exportations. Néanmoins, le plan pousse l'analyse économique plus loin. Le véritable gain n'est pas dans la vente du brut, mais dans la stratégie Gas to Power. En utilisant au mieux les ressources naturelles du pays pour produire de l'électricité à un coût inférieur à 60 francs CFA le kilowattheure, ainsi que des produits pétroliers bon marché, le gouvernement s'attaque au principal verrou de l'industrie sénégalaise.
L'objectif est de créer des parcs industriels dans les 8 pôles économiques et agricoles régionaux prévus. Cette territorialisation vise à corriger la surpopulation urbaine au niveau de Dakar, qui concentre l'essentiel de l'activité économique. Le gouvernement évoque également la réorientation du budget de l'État vers les services essentiels tels que l'éducation, la santé, la formation professionnelle, mais aussi la fin des dépenses superflues et protocolaires. Et plaide également pour un dialogue économique ouvert et permanent avec les acteurs du secteur privé, afin de bâtir une économie résiliente et inclusive. Le gouvernement entend appliquer rigoureusement les droits de sortie, traquer les fausses quittances et lutter contre toutes les formes de fraude fiscale. Selon le Premier ministre, la lutte et la compression systématique de la fraude visent à générer des ressources supplémentaires pour l'État, en mobilisant davantage de recettes internes sans recourir à un endettement excessif. Ces actions se matérialiseront à travers un catalogue de 37 mesures, actuellement en cours d'évaluation par les autorités pour accompagner le redressement économique du pays. Pour redresser son économie, le Sénégal mise désormais sur un financement majoritairement endogène avec une batterie de mesures sur 3 ans. Le chef du gouvernement a aussi évoqué une réduction des charges de l'État et une meilleure optimisation des dépenses, ou encore des appels publics à l'épargne pour impulser des projets structurants dans l'agriculture, l'élevage, la pêche, les industries légères, le BTP, le numérique, le textile et le tourisme. Ce plan passe également par la valorisation du foncier national, la mobilisation de l'épargne locale, l'appui au développement du secteur informel, notamment pour renforcer l'emploi des jeunes et des femmes. Les réalisations en cours, à savoir la baisse des prix, le démarrage effectif de la production d'hydrocarbures et les audits de transparence prouvent qu'une volonté de redressement est à l'œuvre. Cependant, une analyse sérieuse se doit de relever les zones d'ombre, car en réalité ce plan de redressement fait face à d'importants défis. D'abord, la numérisation intégrale de la chaîne de dépenses et de recettes est le véritable nerf de la guerre. En supprimant les intermédiaires et en automatisant les contrôles, le Sénégal réduit les fuites de capitaux et augmente mécaniquement ses ressources propres sans étouffer l'activité économique par une pression fiscale excessive. Ensuite, le défi industriel reste plus ou moins ambitieux, car le passage d'une économie de services et de commerce à une économie de transformation nécessite une stabilité macroéconomique durable sur les 20 prochaines années. De plus, l'alignement du capital humain reste un véritable problème, sachant que le Sénégal doit former plus de techniciens et d'ingénieurs que des profils purement théoriques afin de répondre aux besoins des nouvelles industries. Enfin, il plane un risque d'éviction du secteur privé car en voulant financer ce plan par des ressources endogènes, à hauteur de 90%, l'État pourrait aspirer une trop grande part des liquidités bancaires, laissant ainsi peu de capacité de mobilisation de financement bancaire aux PME locales. En résumé, le plan Joubanti ne se limite pas à une simple réponse technique à une crise budgétaire. Il incarne une volonté profonde de réhabilitation de la souveraineté nationale par la rigueur et la transparence. Comme nous l'avons analysé, le passage d'un déficit de 14% et d'une dette de 119% à une trajectoire d'équilibre nécessite des choix courageux, parfois perçus comme austères, mais économiquement vitaux pour éviter l'asphyxie financière. La réussite de cette vision 2050 repose désormais sur une exécution sans faille des 8 pôles économiques régionaux et sur la capacité du gouvernement à transformer la manne gazière et pétrolière en un levier d'industrialisation massive. Le défi est de taille. Il s'agit de maintenir la confiance des marchés internationaux tout en répondant à l'urgence sociale et à l'aspiration des jeunes Sénégalais à un emploi digne. Merci d'avoir suivi Sénégal First sur Daraji Media. Nous espérons que ce décryptage approfondi vous a permis de mieux saisir les enjeux du plan de redressement économique et social, ainsi que les perspectives à venir. Abonnez-vous à la chaîne pour soutenir notre travail d'analyse et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains numéros sur l'actualité économique et géostratégique au Sénégal et en Afrique. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.